fondateur d'une impossible conciliation lieu de soins, lieu de vie en EHPAD. Et donc, cette conférence numérique, elle est dans le cadre de notre mission Rencontre et échange de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. Et elle est là pour éclairer les enjeux éthiques, finalement, rencontrés en EHPAD, pour savoir comment, dans la conciliation difficile de leur mission de soins d'une part et de leur mission d'hébergement, qui a été mise en exergue par cette pandémie Covid. Donc, nous vous remercions de vous être inscrits aussi nombreux. Et puis, tout au long de cette conférence, vous allez pouvoir nous soumettre vos questions via le chat qui est disponible sous le logiciel Zoom. Donc, n'hésitez pas. Et puis, pour répondre un petit peu à ce questionnement, si on y arrive, je ne pense pas, on a le plaisir d'avoir Madame Angélique Dallator, qui est directrice de l'EHPAD à Auxonne, qui va nous rejoindre bientôt. Madame Guéraz, qui est présente, qui est aide-soignante dans ce même EHPAD. Madame Messet, qui est psychologue à l'EHPAD Alexis Marquiset, donc de Mamirol, dans le Doubs. Madame Franville, qui est infirmière diplômée d'État à l'EHPAD de Saint-Julien à Saint-Julien de Sceaux, dans Lyon. Et Madame Fouquet, qui est fille d'une résidente en EHPAD et qui est membre du conseil de vie sociale aussi de l'EHPAD. Et nous avons également la chance d'avoir le docteur Coberley, qui est médecin gériatre au CHU de Besançon, qui est à l'origine de la plateforme Covid Gériatrie, dont elle pourra nous parler, et ainsi que Madame Mény, qui est donc adjointe au directeur de l'autonomie et responsable du département programmation régionale de l'offre médico-sociale de l'Agence régionale de santé, qui pourra interagir avec nos intervenants. Et enfin, je vous présente Isabelle Martin, qui est gériatre et qui est aussi vice-présidente de notre conseil d'orientation de l'espace de réflexion éthique. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse la parole pour commencer cette table ronde numérique. Alors, je vous souhaite également bonjour à tous et vraiment merci d'être avec nous ce soir. Il nous paraissait important de refaire un point sur les EHPAD qui ont été particulièrement malmenés et en souffrance depuis le début de la pandémie. L'objectif n'est pas du tout de critiquer l'EHPAD, parce que ça, c'est facile. Je pense que les EHPAD ont eu à relever un défi presque inhumain et que la plupart s'en sont très bien sortis grâce aux bonnes volontés, aux initiatives et aux motivations des soignants et de beaucoup de directeurs. Mais il n'empêche qu'il y a eu beaucoup de morts déjà et beaucoup de souffrances et chez les résidents et chez les familles de résidents et chez les soignants également. Pourquoi ? Parce que le Covid a touché en immense majorité des personnes très âgées et que quand on est dans un lieu collectif qui regroupe les personnes les plus vulnérables d'entre les personnes âgées, forcément, c'était le lieu de tous les risques, de tous les dangers, de toutes les contaminations. Et je vous rappelle que pendant la première vague, les soignants étaient comparés parfois à des soldats sans armes. Le président disait qu'on était en guerre, mais les soignants n'avaient pas les armes pour la guerre. Et la première des armes, c'était les masques. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de test de dépistage, il n'y avait pas de traitement connu, pas de prévention connue. Et donc, tout ce qu'on pouvait faire, c'était confiner, isoler. Et pour les résidents, ça s'est traduit par un confinement en chambre pendant 2 mois, avec une suppression totale des visites. Et on imagine aisément, et on en reparlera longuement, tous les dégâts que ça a pu faire. En même temps, donc l'EHPAD, qui est censé être un lieu de vie, s'est retrouvé être une formule qu'on a retrouvée dans une saisine, un bunker complètement fermé sur lui-même. Et en même temps, il devait répondre à la santé de ces résidents. Beaucoup ont contracté le Covid. Ceci dit, il y a eu des EHPAD qui n'ont eu aucun cas de Covid. Et quand il y avait des cas de Covid, comment faire
pour les soigner? Est-ce qu'il fallait les envoyer à l'hôpital? Est-ce qu'ils pouvaient relever éventuellement d'une réanimation? Et pour ceux qui ne pouvaient pas pour des raisons diverses, est-ce que le non-transfert à l'hôpital était justifié, justifiable, compris par les soignants, par les familles? Et comment accompagner en fin de vie un résident atteint d'une forme grave de Covid? Donc, il y a eu toutes ces questions qui se sont posées. Et donc, on aurait aimé avoir le partage d'expériences des gens de terrain en faisant intervenir dans un premier temps Madame Guéraz, parce que je crois qu'en tant qu'aide médico-psychologique, vous avez vécu la première vague de Covid à l'EHPAD où vous travailliez. Et puis après, Madame Messé en tant que psychologue. Alors, pour la petite histoire, vous avez pris vos fonctions en décembre 2019. Oui, tout à Et, fait. et vous avez eu le Covid un mois après. Donc, peu de temps après. Pour faire ses armes, mais je crois que c'est très intéressant comme expérience. Et puis après, on s'adressera au docteur Coverlé, qui a eu une initiative, moi, que je trouve formidable et qui a sûrement beaucoup aidé la région de Franche-Comté. Madame Graz. Oui. Donc, vous, comment vous avez vécu la situation sur un plan sanitaire, notamment lors de la première vague? Alors, le premier confinement, c'est vrai que c'était très, très compliqué parce qu'en fait, on s'est retrouvés du jour au lendemain confinés et personne n'était préparé, donc ni nous, ni la direction, ni les extérieurs, ni les résidents, enfin personne. Et en fait, il a fallu faire face à cela, on va dire un peu tout seul. Au jour les résidents qui se sont retrouvés confinés comme ça dans leur chambre n'ont rien compris du tout à ce qui se passait. Pour certains, alors les personnes qui avaient des problèmes cognitifs, on va dire que ça s'est pas trop mal passé parce qu'ils n'ont pas réalisé. On a rencontré beaucoup plus de difficultés avec les personnes qui étaient autonomes, tout ça, parce qu'ils ils comprenaient par rapport à ce qu'ils avaient vu à la télévision, qui est catastrophique, on va dire, parce que les médias ont beaucoup rajouté. Et comme notre président parlait de guerre, pour eux, ils ont vu tout ça comme une catastrophe. Pour eux, il ne fallait plus sortir, c'était l'air qui était respirable. Et oui, il y en a, ils ne voulaient même pas qu'on ouvre leurs fenêtres, parce qu'on leur disait qu'il ne fallait pas sortir, que c'était à l'extérieur. Ça, c'était une minorité de gens, on est d'accord, hein, mais c'était très, très compliqué. Il a fallu, bon, c'est vrai qu'on a eu un manque de matériel, on a eu quelques masques, on avait quelques blouses, un petit peu de tout, mais pas en quantité suffisante. Au départ, on nous a dit, comme il n'y avait pas assez de masques, de ne pas les mettre, les masques. Nous, bon, on connaît un petit peu quand même comment ça se passe, et on s'est dit, eh ben, tant pis, on va à l'encontre de ça, on va en mettre. Et je crois que c'est ce qui nous a sauvés, nous, dans notre établissement, parce qu'en fait, on a eu vraiment quelques cas de Covid. On a été plus embêtés, on va dire, par les personnes qui étaient symptomatiques hein, que par les personnes qui avaient le Covid, parce que vraiment, on en a eu quelques-uns, vraiment rien. Pour les personnes qui avaient le Covid, c'était extrêmement compliqué parce qu'en fait, j'ai été désignée avec une collègue, une dans chaque équipe, pour s'occuper exclusivement, nous étions les seuls à nous occuper des personnes Covid et des personnes qui avaient les symptômes, mais qui n'avaient pas encore le résultat. On ne savait pas si elles étaient ou pas. Vous doutez bien que quand on rentre dans une chambre d'une personne Covid et qu'on est seul, c'est extrêmement compliqué qu'on habille en cosmonaute, c'est la tête aux pieds, et que le résident, quand vous rentrez dans sa chambre, ne vous reconnaît pas. Donc, on est inconnu. Il ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il se dit, mais comment ça se fait qu'on rentre comme ça dans ma chambre? Donc, vous avez beau lui expliquer, alors ce que vous savez, parce qu'on ne savait rien, il faut le dire, on n'était pas au courant de tout. Donc, on leur expliquait qu'il y avait un virus qui traînait, qu'ils avaient été contaminés, parce que je suis toujours dans l'optique de ne pas mentir aux résidents. Voilà. On instaure un lien de confiance avec eux, donc il faut qu'ils soient là jusqu'au bout. Et on leur expliquait, voilà, qu'on était là, qu'il fallait qu'on fasse attention pour ne pas contaminer les autres résidents et tout. Mais vous savez que les résidents, eux, même si vous leur dites tout ça, ils s'attendent à ce que vous les touchiez, à ce que vous les embrassiez.
Et d'un seul coup, hop, on met une grande barrière entre eux. Et c'est terrible, ça. C'est très, très dur. Alors, j'ai eu une résidente qui a eu des graves problèmes de respiratoires, hein. Mhm. Donc, je pense que cette dame était vraiment un peu dans le coma. Donc, elle n'a pas dû se rendre compte de ce qui lui arrivait. Mais c'était extrêmement difficile pour moi parce qu'en fait, j'étais seule face à ça. Il fallait que je lui donne à manger, il fallait que… Et j'étais toute seule, quoi. C'est très dur. En fait. Je me suis vraiment sentie… je ne pouvais rien faire, quoi. Il y avait moi qui rentrais et les infirmiers. Voilà. Pour les personnes qui avaient juste des symptômes, pour certains qui étaient très bien, hein, on a eu aussi des personnes qui ont eu le Covid, mais qui étaient très bien. Pareil, elles ne comprenaient pas. Donc, il y en a qui sortaient quand même de la chambre, qui allaient voir leurs voisins. Donc, on a réussi. C'est vrai que dès qu'on en voyait un, voilà, on lui expliquait qu'il fallait qu'il retourne dans la chambre. On désinfectait tout derrière. Je crois que ça a été la pire des choses, de tout redésinfecter à chaque fois. Et ça nous a vraiment épuisés, je crois. Mais en fait, voilà, quoi, ça a été dur. Alors, je me dis que ça a été vraiment dur pour nous, mais je me mets à leur place et je me dis que c'était encore plus dur pour eux. C'était vraiment ce premier confinement, hein, qui était très dur. Une chose aussi, peut-être qu'on ne parle jamais, et qui n'est pas évident, et je pense qu'il a été vécu aussi pour les résidents, c'est qu'en fait, même s'ils étaient confinés dans leur chambre, ils ont des fenêtres quand même. Et quand on voit les pompes funèbres venir chercher les morts avec carrément le cercueil, c'est traumatisant parce que c'est pareil, même pour nous, hein. On se dit, c'est horrible, quoi. Et des résidents aussi, donc même s'ils étaient confinés en chambre, il y en a qui le voyaient par la fenêtre. Et ils nous en ont parlé d'ailleurs, hein. Ils nous en ont parlé, donc on a expliqué les choses et tout. Mais c'est toujours quand même traumatisant. Même nous, encore maintenant, on a ces images. C'est violent quand même. C'est violent. Le premier confinement a été vraiment le plus dur. Les autres confinements ont été totalement différents parce qu'on avait à nouveau du matériel. On avait déjà vécu le premier confinement. Finalement, on s'y était un peu préparé et tout. Et le deuxième confinement était quand même moins dur parce que les résidents avaient le droit aussi aux visites qu'ils n'avaient pas le droit. Dans le premier, ils n'avaient pas de visite, les familles ne pouvaient pas venir. Ils les avaient pour certains au téléphone, mais beaucoup n'entendent pas. Donc, le téléphone, ils n'avaient plus aucun lien avec leur famille. Donc, lien avec leur famille. Avec nous, c'était compliqué parce que encore maintenant, bon, on avait le masque, donc ça met quand même une distance. On ne peut plus les toucher. Donc, c'est vrai que ça a été très, très compliqué. Et le deuxième, ils ont pu revoir leur famille. On a eu juste un petit souci, c'est que les familles n'ont pas toujours bien compris qu'en fait, on mettait en place pour le bien du résident, pour leur bien aussi à eux, avec une durée limitée. Parce que derrière, il faut que tout le monde puisse voir aussi leurs parents et qu'on est obligé de limiter dans le temps pour que tout le monde puisse profiter. Et sachant qu'il fallait à chaque fois désinfecter entre chaque visite, la personne ne pouvait pas aller en chambre. On aurait été obligé de désinfecter dans toutes les chambres. Voilà. Et est-ce que vous avez eu des transferts de résidents à l'hôpital? Tout au début, on n'en a pas eu du tout. Le premier confinement, on n'en a pas eu parce qu'il n'y avait pas de place. Ensuite… Alors qu'il y aurait eu une indication. Pour les personnes qui étaient atteintes de Covid, ça aurait été vraiment bien parce que moi, je n'étais pas… je suis MP et tout ça, mais je ne suis pas un médecin, je ne suis pas une infirmière et il fallait que je m'occupe d'une personne atteinte de Covid. Je n'étais pas prête et je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai fait au mieux, mais c'est une sacrée responsabilité qu'on m'a mise sur les épaules. Il fallait surtout pas que je transmette ce virus aux autres résidents, ni à l'extérieur, ni à mes collègues. C'est vraiment éprouvant. Par la suite, alors je me rappelle plus trop des dates, hein, mais après, par la suite, quand on a eu des cas Covid, mais c'était des personnes qui arrivaient de l'hôpital qui avaient été contaminées. Donc, comme elles étaient mises en isolement 7 jours, bon, on arrivait à déceler tout de suite.
Et en fait, la direction arrivait à les faire repartir pour certains voilà, à l'hôpital parce qu'il y avait à nouveau de la place, je suppose. D'accord. Donc, une expérience quand même bien traumatisante avec un sentiment de solitude. Ouais, pour le premier confinement, oui. Oui. Plus pour les autres, parce que voilà, maintenant, on en a parlé en cellule éthique, on en a parlé avec les collègues et tout, mais le premier est venu tellement rapidement avec ce confinement en chambre, cette dureté, que en fait, ce manque de matériel, la colère des familles aussi, parce que je les comprends. Parce que même nous, des fois, il y a des familles qui voulaient absolument rentrer dans l'établissement et le week-end, parce que c'était plus facile, il n'y avait pas de direction. Et on leur disait, mais non, on ne peut pas vous laisser rentrer. Et je les comprenais parce que c'était très dur. Des fois, il y a des familles, les enfants, les parents, pardon, excusez-moi, qui les appelaient pour leur dire, je suis seule, qu'est-ce qui se passe, on ne s'occupe pas de moi, parce que bien sûr, s'occuper de 64 résidents, on ne peut pas aller chez tout le monde en même temps. Et c'est vrai que ça a été très compliqué, très, très compliqué, ouais. Le premier confinement du moins. Ouais. Et vous avez eu des fins de vie difficiles où vous vous êtes senti seul aussi et où les familles n'ont pas pu être présentes pour la fin de vie Alors, pendant le premier confinement, oui, il y a eu une dérogation, je crois, qui a été faite pour une fin de vie où une fille a vraiment insisté pour voir sa maman et tout. Mais sachant qu'elle ne pouvait pas la toucher et tout, cette personne a souffert un traumatisme. Elle nous l'a dit hein, après. Elle dit je n'ai pas pu aider ma maman les derniers temps, je n'ai pas pu l'embrasser, je n'ai pas pu l'accompagner. Et même, enfin, elle n'est pas décédée quand j'étais en service ce jour-là, mais je me doute que cette personne est décédée seule parce qu'il y avait des personnes et que à chaque fois qu'il fallait rentrer dans une chambre de personnes Covid, il fallait s'habiller, comme je vous ai dit, en cosmonaute. S'habiller, ça prend énormément de temps, sachant que certains appelaient, donc il fallait se rhabiller, se redéshabiller. Et c'était épuisant, quoi. C'était épuisant. Il fallait aussi limiter les rentrées dans la chambre parce que la réserve de masques et de tout le matériel nécessaire était voilà, limitée. Donc, il fallait vraiment y aller quand il y avait réellement besoin. Merci infiniment pour votre témoignage, il est très précieux. Et nous aimerions bien avoir le regard d'une psychologue. Donc, Madame Messé, si vous voulez bien nous parler de cette première vague. Alors, nous, à notre niveau, à l'EHPAD de Mamirois, ça a été un petit peu différent que vous, Madame Guéras. Lors de la première vague, on n'a pas eu de cas de Covid. C'était vraiment une ambiance très particulière avec ce qu'on pouvait entendre du gouvernement, des médias. On est en guerre, il faut se préparer, voilà, avec quelque chose d'un petit peu exceptionnel qu'on vivait, un petit peu incroyable, quelque chose qu'on ne vivrait plus voilà, sur les prochains temps. Donc, très rapidement, le confinement s'est mis en place au sein de l'EHPAD. On a tenté d'informer le plus possible les résidents de ce qui se passait, les résidents qui pouvaient le comprendre. Donc, il y a un petit guide du confinement qui a été rédigé de manière simplifiée pour pouvoir leur expliquer un petit peu ce qui se passait en France, ce qui passait dans le monde, et puis ce qui se passait au sein de l'EHPAD. Et puis voilà, donc nous, dans un premier temps, on avait du matériel, il y avait quand même des stocks de matériel, il y a eu beaucoup de dons. Et il y avait ce confinement, mais ce Covid qui n'était pas là, et puis cette incompréhension, ça durait. On n'a vraiment pas eu de cas pendant une longue période, jusqu'au mois de décembre. Donc vraiment, cette incompréhension à se dire, mais pourquoi les résidents ils restent en chambre alors que le risque, il est là, certes, mais le virus n'est pas rentré. Vraiment, ce virus était matérialisé, il était humanisé. Les résidents pouvaient parfois l'imaginer. J'ai en tête une dame qui est aveugle et puis qui pouvait me dire il est gros comment, il fait à peu près quelle taille, on le voit comment. Et voilà, il y avait tout un imaginaire autour de ce virus qui planait, qui volait dans l'air, qui se transmettait, on ne sait pas trop comment. Et un premier confinement qui vraiment a été assez terrible pour les résidents, avec des vécus d'enfermement, d'emprisonnement,
des réviviscences de leur histoire, parfois traumatique, qui pourraient revenir à la surface, et beaucoup d'incompréhension avec l'idée qu'eux aussi, ils avaient déjà vécu beaucoup de pandémies au cours de leur vie et que jamais ça a été comme ça. Pendant la guerre même, il n'y avait pas de confinement. C'est quelque chose de tout nouveau pour eux, malgré leurs 90 ans, 100 ans de vie. Et puis vraiment avec cette rupture du lien avec leurs proches et ce temps de vie qu'on leur retirait, parce que pour eux, vivre à leur âge, c'est peut-être passer du temps avec leur famille. Et puis nous, on se permettait de leur prendre ces quelques mois, quelques années de vie avec leurs proches. Donc il y a eu vraiment une lassitude de vie qui a été verbalisée par un grand nombre, parfois des idéations suicidaires, avec l'idée que de toute façon, moi, si c'est pour vivre comme ça, je préfère en finir, je préfère que ça s'arrête. Un repli sur soi, une augmentation des troubles cognitifs, des compensations psychiques pour certaines personnes, bon, quelques-unes, mais quand même, c'est à mettre en avant. Et puis, on a pu vraiment observer d'un point de vue psychologique et somatique d'importants effets, une perte de poids massive, une perte des capacités motrices. Voilà, dans l'après-première vague, vraiment, on s'est rendu compte des séquelles que chacun pouvait porter en eux en dehors du Covid, parce que tous les résidents de l'EHPAD à ce moment-là n'avaient pas la maladie. Mais ça, merci beaucoup pour ce témoignage. On reparlera des effets du confinement sur les résidents avec vous et puis avec Madame Francheville qui l'a bien constaté aussi en tant qu'infirmière. Je crois que dans votre EHPAD, vous avez eu la particularité, ça permet de faire le lien après avec le docteur Koberlé, d'établir une liste. Oui, avant tout cas de Covid, d'ailleurs vous n'en avez pas eu la première vague, mais une liste de résidents pour savoir s'ils étaient atteints du Covid, si vous deviez ou pas les transférer à l'hôpital, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Il y a eu une concertation collégiale du médecin, des infirmières, des équipes, et puis j'étais également présente sur ce questionnement: si la personne a le Covid, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la personne bénéficie d'un temps à l'hôpital pour espérer la sauver? Ou est-ce que la personne termine sa vie à l'EHPAD avec la maladie? Donc, il y a eu une réflexion, il y a eu quand même, ça a été compliqué pour les soignantes de devoir trier, si je puis dire, les résidents. Ça a été vécu comme un tri. Comment? Ça a été vécu comme un tri. Oui, ça a pu être vécu comme ça, oui, tout à fait. Mais il y avait quand même cette réflexion qui permettait de rassurer en se disant: on prend quand même le temps de penser à la personne pour faire au mieux. Et puis, la famille, à certains moments, a été inclue. Il me semble que le docteur a quand même contacté les familles pour faire un petit peu le point sur ce qu'eux aussi envisageaient. Et pour la plupart, c'était vraiment cette fin de vie à l'EHPAD, dans le lieu de vie, dans le lieu familier de la personne. Et il y avait aussi cette représentation de l'hôpital avec ce virus qui planait de partout, avec ce manque de lits, ce manque de place, cette urgence de travail. Donc, pour la majorité, c'était vraiment mon parent, je veux qu'il reste à l'EHPAD, qu'il soit le mieux possible, qu'il soit dans cet environnement qu'il connaît, avec ses soignants qu'il connaît. Mais voilà, ça a été quand même compliqué cet épisode-là. On a, lors de la deuxième vague, quelques personnes qui ont été hospitalisées, qui étaient sur cette liste-là, qui sont décédées à l'hôpital. Et voilà, ça a été très, très difficile pour les soignants de savoir que la personne était partie et en l'espace de quelques heures, de quelques jours, est partie, est décédée à l'hôpital et pas à l'EHPAD. Et est-ce que vous savez si beaucoup de résidents avaient rédigé des directives anticipées? Pas beaucoup, non. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est questionné, on en a quand même beaucoup de personnes qui présentent des troubles cognitifs majeurs, malheureusement, oui. Mais par contre, pour les autres personnes, non. Ça a été questionné au niveau des familles, sur est-ce qu'il y avait quand même des souhaits, des choses qui avaient été parlées, qui avaient été dites. Ça a pu être questionné au niveau des résidents lorsqu'ils avaient encore la possibilité de dire sur ce qu'ils souhaitaient. Est-ce que vous souhaitez aller à l'hôpital? Est-ce que vous souhaitez rester ici? Mais voilà, les directives anticipées, il y en a très, très peu.
décrites au niveau des personnes âgées. Et c'est un EHPAD qui n'avait pas l'habitude de faire, mais ça, Dr Koberlé pourrait vous en parler également, ce qu'on appelle des niveaux d'intervention médicale ou des niveaux de soins, ou réfléchir en équipe avec le résident en premier, sa famille, sur voilà, s'il arrive quelque chose de grave, est-ce que c'est quelqu'un qui peut bénéficier d'une réanimation, qui peut bénéficier d'une hospitalisation, ou quoi qu'il arrive, il vaut mieux qu'il reste dans l'EHPAD. C'était pas quelque chose qui avait été réfléchi avant le Covid. Non, je pense que peut-être qu'avec les autres psychologues, il y a eu peut-être ces temps de réflexion. C'est penser lorsque la personne est en situation de fin de vie. En dehors de ça, voilà, on est vraiment dans la vie, cette vie qui prend un petit peu le dessus, malheureusement, et cette pensée sur l'après-vie, le pendant, la fin de vie, qu'est-ce qu'on fait, qui n'est pas forcément mis en place. Mais c'est vrai que ce Covid est venu faire remonter beaucoup de choses avec cette réflexion de mais qu'est-ce qu'elle souhaite la personne sur sa fin de vie et l'importance de le penser. Bien sûr. Merci infiniment pour votre témoignage. Donc, du coup, je vais me tourner vers le docteur Koberlé qui a eu donc cette initiative de créer une plateforme donc à partir du CHU de Besançon pour permettre de conseiller et d'orienter les personnes vulnérables et dont le public a été essentiellement les résidents d'EHPAD. Mais je laisse la parole au docteur Koberlé. Alors, bonjour à tous. Tout ce que vous avez dit est vraiment extrêmement riche et c'est vraiment une autre façon de voir les choses. Alors, je vais vous donner un peu la vision hospitalière, je dirais, dans cette pandémie, en tout cas sur cette première vague. Je pense qu'on a tous été effectivement un peu abasourdis par un nombre de patients qui arrivent assez rapidement, par des besoins d'organisation avec une augmentation du nombre de lits. On est quand même monté jusqu'à quasiment 120 lits dédiés au Covid, avec bien sûr pas de spécialistes Covid, puisqu'on ne savait pas grand-chose sur le Covid au mois de mars. Et il se trouve que j'ai fait partie donc, des volontaires pour cette ouverture de lits au tout début. Et puis, donc, il y avait des patients jeunes, des patients âgés, tout le monde était mis un petit peu côte à côte, je dirais. Alors, pas côte à côte, puisqu'il s'agissait de chambres qu'on appelle des chambres double sas, donc spécifiques, où carrément, il y a deux portes, c'est-à-dire que vous avez une première porte, à l'intérieur, vous vous changez, puis une seconde. Et en se rendant compte que finalement, à l'intérieur de cette chambre, qui est un peu quand même, du couloir, d'un peu partout, il fallait, pour pouvoir appeler, composer un numéro de téléphone pour certaines chambres. Avec vous voyez les téléphones avec des claviers normaux, je dirais. Donc déjà, rien qu'une personne avec une DMLA ne pouvait pas utiliser le téléphone. Et de me dire, nous aussi, on était en cosmonaute. J'ai bien entendu, Madame Guéras, ce que vous avez dit tout à l'heure. Nous, on ne les connaît pas du tout, en fait. On se retrouve avec des patients et des personnes, effectivement, qui sont là, pour lesquels on se dit, en fait, ils ne peuvent pas appeler, ils ne connaissent personne, on ne peut pas les rassurer, on ne les connaît pas. Et finalement, en fait, le soin, en tout cas le traitement curatif pour le Covid, n'existait pas. Et je dirais que leur existence, elle reste très limitée à une corticothérapie qu'on peut aussi bien faire dans un établissement de vie ou de soins, ce qui est un peu tout le débat d'aujourd'hui. Donc, à l'issue de cette expérience, on s'est dit finalement, on s'est réunis en équipe avec l'équipe de gériatrie en se disant, alors il y avait ça, il y avait aussi la question effectivement de la capacité des places pour accueillir tout le monde, comment on allait faire pour gérer ces places, et avec une petite crainte quand même que les places soient attribuées aux plus jeunes et moins aux plus vieux. Et donc, on a fait une réunion d'équipe pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait proposer, nous, pour que ce ne soit pas comme ça, en fait. Et donc est née de ces réunions la plateforme téléphonique, donc sur un numéro d'appel unique, à destination aussi bien des médecins libéraux que des établissements accueillant des personnes fragiles. On a aussi proposé le numéro à des établissements comme les MAS, par exemple. Et le numéro, finalement, alors on a défini les objectifs un peu a priori, puisqu'on ne savait pas très bien ce que les établissements allaient attendre. Mais on s'est dit, finalement, on y va, on se lance, et puis on définit des objectifs. Donc on s'est dit, on va regarder un petit peu tout ce qui va être hygiène. Est-ce qu'on peut transmettre, en fait, les mesures d'hygiène, des manières de faire, finalement, quand on n'a pas suffisamment de masques, comment est-ce qu'on fait des isolements, etc. Ensuite, on s'est dit, il va falloir aussi gérer tout ce qui va être thérapeutique, éventuellement.
donc les thérapeutiques de base, parce qu'en fait, au début, on n'avait même pas de test Covid. Il y avait 3 résidents dans l'établissement qui étaient testés. On ne savait même pas si, éventuellement, sur une détresse respiratoire, le patient était Covid plus ou non. Donc déjà, rien que ça, il a fallu un peu se dire comment on va faire. Ensuite, il y avait tout ce qui était donc la gestion finalement du flux pour ne pas submerger l'hôpital, mais que quand même chacun ait sa chance. Et puis la question un peu, je dirais, de l'individualité de la personne et de savoir qu'est-ce qu'elle aurait souhaité, si elle avait pu s'exprimer, comment est-ce qu'on peut faire pour être au plus fidèle en fait sur cette personne et ne pas l'inclure dans une masse de patients qui va être traitée comme effectivement ce qui a été dit au niveau politique en temps de guerre. Et se dire, en fait, ce qui va nous rester à l'issue de cette crise, qu'on ne savait pas très bien combien de temps elle allait durer, c'était l'humanité de se dire on maintient des prises en charge individuelles, on maintient le respect au maximum de la volonté des personnes, tout en restant dans la loi, on n'abandonne pas les gens et on essaye de faire le mieux possible avec ce qu'on a et ce qu'on n'a pas aussi. Voilà, donc à partir de là, on s'est dit qu'il y avait aussi quelque chose de très important, c'était l'information commune, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule voix qui émane depuis le CHU et de se dire, si on appelle un infectiologue ou si on appelle un gériatre ou si on appelle un urgentiste, il faut que finalement la réponse qu'on donne, elle soit à jour de la littérature, parce que tous les jours, on avait 10-15 articles Covid qui arrivaient. Donc, pour s'améliorer au fur et à mesure de la prise en charge, pour pouvoir adapter au jour le jour. Mais on s'est dit comment on va faire pour avoir une voie unique, en fait, permanente, parce que c'est très difficile. C'est un gros établissement. On n'avait pas beaucoup de liens, en fait, avant ce Covid, si on peut dire que quelque chose a été positif. Et donc, on s'est dit, en fait, on va faire une espèce de groupe pluridisciplinaire où on a mis donc un urgentiste, donc du SAMU, de l'accueil des urgences, quelqu'un à la régulation. On a pris la chef de service de maladies infectieuses, des gens donc des soins palliatifs, parce qu'il nous fallait aussi des compétences palliatives qu'on n'a pas pour le coup, ou en tout cas pas de façon spécifique, et puis des gens au niveau de l'hygiène, donc par le CEPIAT. Et donc, on a formé un petit groupe qu'on s'est qualifié un peu d'experts, enfin qu'on est devenu experts au fur et à mesure, si on peut dire. Et on a essayé donc d'avoir cette ligne d'appel unique, donc par contre qui ne concernait que la population des personnes âgées. On n'a pas fait pour les plus jeunes qui n'étaient pas vulnérables. Et puis d'avoir vraiment un lien avec les établissements. Donc, alors, pour nous, l'expérience, elle a été extrêmement enrichissante parce que je pense que les appels sur cette plateforme, c'est aller je me rappellerai toujours de l'appel la première semaine d'un établissement proche de Morteau qui nous dit je n'ai pas assez d'aides-soignants, mes résidents ne pourront pas manger tous aujourd'hui. Voilà. Et c'était une question, moi je suis médecin, je suis en CHU, la question là de l'aide à domicile, alors moi c'est quelque chose que je gère, mais finalement que je ne vis pas. Et c'est vrai que c'est des questions qu'on n'avait pas du tout envisagées, de se dire il est possible qu'il y ait tellement d'arrêts dans un EHPAD faute sur de la Covid que les résidents ne peuvent pas manger tous les jours. C'est quand même impensable. On est au-delà du soin là, on est dans le lieu de vie en fait. On ne peut plus assumer. Donc voilà, donc en fait, on s'est mis à créer des liens un peu partout, pour essayer de trouver des solutions sur la réserve sanitaire, je pense qu'on a imaginé, inventé beaucoup de choses et finalement, on a eu des expérimentations de terrain qui ont été rapportées, qui ont vraiment permis, alors on donnait un peu des trucs et astuces trouvés dans un EHPAD à un autre en disant, là, ils ont fait comme ça a bien fonctionné, qu'est-ce que vous en dites? Enfin voilà, très riche. Et puis, sur le côté peut-être plus médical, alors là, on a été confronté à faire une autre forme de médecine, parce que la télé-expertise, qu'on appelle ça comme ça, finalement, c'est un peu loin du métier de gériatre qui aime bien voir la personne, toucher la personne, l'ausculter, prendre du temps pour savoir finalement comment elle est, comment elle se sent. Et là, on était dans quelque chose de rapporté la plupart du temps par l'équipe paramédicale. On a eu beaucoup d'absentéisme aussi sur des médecins coordinateurs, malheureusement, qui ont été malades et donc qui ont dû effectivement sortir des établissements pendant un certain temps. Voilà, donc on s'est retrouvé à faire ce qu'on a qualifié de niveau de soins, c'est-à-dire savoir finalement quel est le parcours de soins le plus adapté ou la proposition de prise en charge qui nous paraît le plus adapté. Donc pour ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'il nous faut comme information pour prendre cette décision? Donc la première, effectivement, c'était la présence de directives anticipées. Alors, on en a eu finalement très peu, je pense. Moins de 2% des résidents pour lesquels on a dû poser un niveau de soins avaient rédigé des directives. Et je vous dirais que sur les 2% restants, en fait, ça ne nous a pas aidés. Parce que la plupart du temps, les directives, quand elles sont rédigées, c'est « je ne veux pas qu'on s'obstine ou qu'on s'acharne ». Et en fait, cette question-là, elle ne pose pas le niveau. En tout cas, qu'est-ce que l'acharnement de manière individuelle pour la personne? Donc finalement, quand on avait des directives anticipées, elles nous ont peu aidés, je dirais.
Voilà, c'est parce qu'on ne savait pas pour la personne qu'est-ce que ça voulait dire s'acharner en fait. On a essayé de ne pas se limiter à de la technique en disant bah, ça va être déraisonnable, etc. Ensuite, on a appelé, donc on a été en entretien par contre avec les infirmières ou les aides-soignantes qui nous contactaient pour savoir quel était le niveau d'autonomie, d'indépendance, comment ils mangeaient, quelle était un peu une forme de qualité de vie estimée, alors qui est estimée par quelqu'un d'autre, mais est-ce que c'est quelqu'un de souriant, est-ce que c'est quelqu'un qui participe un petit peu, voilà. Ensuite, on avait la partie famille, donc est-ce qu'on a une personne de confiance désignée ou est-ce qu'on contacte la famille? Un grand temps d'échange, je dirais, avec les familles. Et puis, le médecin traitant pour discuter un petit peu. Et puis, finalement, on redemandait à l'EHPAD, en fait, souvent, c'est ce qu'on a fait, on a dit, finalement, le niveau de soins, ce serait plutôt, on le garde à l'EHPAD. Alors, pour la bonne et simple raison qu'en fait, à l'hôpital, il n'y avait rien de plus au niveau des traitements. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été très difficile à faire passer, de dire l'hôpital comme recours. Finalement, c'est pas un mauvais recours, mais c'est un recours où il y aura peut-être un peu plus de surveillance, on est d'accord, quand bien même qu'on avait les mêmes problèmes d'effectifs paramédicaux et d'habillage et de temps d'habillage et de déshabillage. Et de dire, finalement, en fait, on ne peut pas proposer de thérapeutique. Et ça, c'est quelque chose qui, pareil, est, je dirais, pas fréquent, en fait, qu'on dise, là, on ne peut rien faire, et pour une masse de personnes très importante. Donc, on a eu tout ce temps d'échange-là. Et quand il fallait savoir aussi s'il y avait des médicaments adaptés éventuellement à une prise en charge de fin de vie en EHPAD, parce que ça, c'était pareil, on ne le savait pas. Il n'y avait pas toujours des pharmacies qui étaient adaptées. Les pharmacies, parfois, ne sont pas dans les établissements. Donc, le vendredi soir à 18h, ce n'était pas possible. Et puis, on demandait aux agents sur place, est-ce que vous pensez que vous allez vous sentir en confort pour la prise en charge? Si ce n'est pas le cas, il faut nous le dire. Et on transférait quand même les patients. Et en première vague, on a créé une unité de soins palliatifs dédiée Covid. Ce qui nous permettait, alors on ne les prenait pas toujours dans cette unité quand il n'y avait plus de place, on a vraiment géré les flux pour dire on ne laisse pas quelqu'un qui est inconfortable avec une équipe qui n'est pas en sécurité ou qui ne se sent pas de faire une fin de vie. On l'a transféré les gens, y compris quand il n'y avait plus d'objets curatifs aux soins. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire au mieux. Et puis, la plupart du temps, les infirmières ou les aides-soignantes nous disaient il n'aurait jamais voulu être transféré, ou les familles nous disaient écoutez, moi, je crois que je préfère qu'il reste. Voilà. Et effectivement, on a senti vraiment l'échec quand on leur disait là, on ne va pas s'en sortir, il peut être inconfortable, on va peut-être quand même le faire venir. Voilà. Je pense que ça a été. C'était des situations qui étaient assez mal vécues. Sur le plan des familles, je dirais qu'on n'a eu aucun heurt, en tout cas. Il y a des fois, c'était vraiment de l'information de dire, mais en fait, on n'apportera rien de plus en dehors d'un transport, des fois de 30 minutes, de se dire, le patient peut attendre aux urgences, parce qu'on a essayé de fluidifier pour faire des entrées directes dans ces secteurs, mais qui n'était pas toujours possible en fonction des flux. Et de dire, voilà, on essaye de faire le plus confortable, mais ce n'est pas toujours possible. Effectivement, ça n'a pas été toujours possible. Après, sur la question des flux, alors là, du coup, par rapport à ce que Mme Guérin a dit tout à l'heure, nous, on n'a pas refusé de patients. Il n'y a pas de patients qu'on n'a pas pris parce qu'on n'avait pas de place. Et je pense qu'on est un des seuls établissements qui n'avons pas été débordés, en fait, en nombre de patients. On a augmenté le nombre de lits, on est arrivé à 120, mais on a réussi à tourner. Ensuite, on a ouvert un secteur spécifique dédié pour les personnes âgées et on a réussi à fonctionner sans refuser personne qui aurait pu bénéficier d'une hospitalisation et qui n'a pas pu en bénéficier. Après, sur le côté réanimatoire, parce qu'il y avait aussi un autre cran, c'était de dire au départ, là, les capacités de réanimation sont très atteintes aussi. Quelle est la survie de cette pathologie passé un certain âge avec des comorbidités? C'était très difficile de l'évaluer. Là, on a un peu plus de recul. On a quasiment 98% de décès chez les gens de plus de 80 ans. Donc finalement, ceux qu'on a envoyés, la plupart sont décédés. Mais comme dans toute la France, je dirais, ça n'a pas été un phénomène spécifique pour chez nous. Et puis, ça nous a quand même permis, nous, en tout cas en interne, en gériatrie, d'une forme d'acculturation des autres spécialités. Parce qu'on a énormément échangé avec les infectiologues, qu'on ne voyait pas beaucoup, en fait, avec les urgentistes, avec l'hygiène. Voilà. Les soins palliatifs, on avait déjà des liens très étroits, mais on a vraiment l'impression qu'il y a eu une espèce d'acculturation à dire le patient gériatrique, il n'est pas juste vieux, en fait. Ce n'est pas quelqu'un de 85 ans, c'est quelqu'un qui a eu une vie, qui vit en EHPAD, qui a des dépendances, mais qui peut quand même bénéficier d'un traitement et qui ne doit pas être mis de côté juste au seul motif de son âge. Et je pense que ça, pour nous, c'était une vraie victoire de dire on a pu faire du soin individuel et on a pu rester dans une forme d'humanité de prise en charge qui, pour nous, était très importante. Voilà ce que je peux dire sur la plateforme.
Merci infiniment sur ce témoignage. Je pense que cette plateforme a probablement été très, très utile à beaucoup et a permis de garder des résidents en EHPAD avec plus de sécurité et moins de culpabilité pour les soignants. Après, je pense, je vois un petit signe comme quoi il faut qu'on accélère un petit peu, mais par rapport au caractère lieu de soins d'un EHPAD, le Covid a montré qu'il y avait des limites, mais même avant le Covid, on sait bien que les EHPAD reçoivent des patients, des résidents de plus en plus dépendants, polypathologiques, et de façon récurrente, on parle de manque de personnel, le ratio par rapport aux pays nordiques est assez catastrophique. Les EHPAD qui ont une infirmière la nuit, elles se comptent sur le bout des doigts. Donc, pour avoir des soins de qualité, tant pour passer un cap aigu sans recourir à l'hôpital que pour assurer une fin de vie confortable, parce que l'immense majorité des soignants ont à cœur d'accompagner leurs résidents jusqu'à la fin. Est-ce qu'il n'y aurait pas des pistes d'amélioration à envisager? Et on voulait faire quand même intervenir Madame Francheville, qui est donc infirmière en EHPAD, pour que vous nous expliquiez un petit peu, dans la vie courante, même hors Covid, comment ça se passe sur le plan médical. Il faut le micro, il faut ouvrir le micro. Voilà. C'est bon? Oui, parfait. Alors oui, vous m'avez demandé d'intervenir pour les périodes hors Covid, en fait. Nous, dans notre établissement, on accueille 65 résidents. Nous avons un secteur aussi dit unité Alzheimer avec 9 résidents pour une soignante. Le rez-de-chaussée, le premier étage, ont 52 logements, plus 4 logements avec des chambres doubles. Comme vous l'avez dit, les résidents que l'on accueille sont de plus en plus dépendants, polypathologiques. Et donc, la grande difficulté hors Covid, c'est vraiment le manque de personnel soignant pour les soins de nursing, qui en l'occurrence se font le matin de 7h moins le quart, 7h jusqu'à 11h30 dans l'idéal, avec le petit déjeuner servi à partir de 8h en chambre, tant qu'à faire. Une difficulté, c'est qu'il n'y a qu'une seule infirmière chez nous, que ce soit du matin ou d'après-midi. Dès son arrivée, elle doit gérer le personnel, faire les transmissions avec l'équipe de nuit. Qui dit organisation du personnel dit que s'il manque quelqu'un, eh bien, il faut essayer de passer des coups de fil pour trouver quelqu'un pour le faire revenir travailler. S'il manque quelqu'un, bon, ben, on réorganise le tout. Elle doit aussi faire son travail, que ce soit de son rôle propre ou de son rôle sur prescription médicale. Il faudrait qu'elle voie tous les résidents, qu'elle gère les appels téléphoniques lorsqu'il n'y a pas d'adjointe administrative parce qu'elle fait des horaires de journée. Et bon, elle ne travaille pas les week-ends non plus. De plus, on n'a pas de médecin coordonnateur, ce qui pourrait nous faciliter quelques tâches, en fait. Par exemple, rien que d'avoir un avis médical lorsqu'on se questionne sur une situation, faire le lien avec le médecin traitant, prendre des rendez-vous, rencontrer des familles, faire des courriers d'hospitalisation lorsqu'elles sont programmées ou des consultations, faire et mettre à jour les groupes iso-ressources, c'est-à-dire les grilles d'évaluation de la dépendance, en fait. Réfléchir en équipe à des protocoles de prise en soins ou autres pour les valider et les mettre en place. Donc, tout ça, ça ne se fait pas. Alors, si nous avons un médecin traitant aussi, une généraliste, elle prend en soin tous nos résidents, en plus de ces patients qu'elle consulte à son cabinet en ville. Parce qu'en général, les résidents, quand ils arrivent, leur médecin traitant, soit ils sont trop loin, donc ils ne pourront pas se déplacer, soit de toute façon, ils ont trop de patients, donc ne pourront plus les prendre en charge. Et ça prend du temps de se déplacer en EHPAD depuis leur cabinet, en fait. Donc bon, notre médecin traitant est très disponible. On a même son numéro de portable. La pauvre, elle n'aurait jamais dû nous le donner. Elle est facile à joindre, même les week-ends et ses jours de repos, en fait. Elle a depuis son PC aussi le même logiciel que nous, où elle peut lire nos transmissions, nos mails, modifier des traitements lors de prescriptions qui sont faites à l'oral lorsqu'on lui téléphone, puis elle nous envoie les ordonnances par mail ou fax par la suite. Par contre, quand elle est à vacances, ce qui arrive, elle a le droit, mais parfois elle nous dit qu'elle reste joignable. Donc, c'est pour vous dire qu'elle est vraiment disponible.
Mais malgré cela, quand elle est en vacances, il n'y a pas de remplacement en fait. Donc là, on fait quoi? Donc, si c'est pour un avis médical, une suspicion de fracture, par exemple, suite à une chute, on fait appel au SAMU. De même pour les équipes de nuit. Et il y a un administrateur de garde, mais au niveau sanitaire médical, il n'y a pas d'infirmière de nuit chez nous. Donc bon, pas facile quand même de prendre la décision d'appeler le 15 ou qu'est-ce qu'on fait en fait. La difficulté, c'est aussi lors des situations de fin de vie, qu'elles soient prévisibles ou non. C'est pas souvent facile de prévoir ça, hein. Et avec ou sans directives anticipées, avec ou sans personne de confiance, est-ce qu'on doit prévenir la famille la nuit, si c'est indiqué ou pas? Selon la situation, est-ce qu'on fait hospitaliser, de jour comme de nuit, hein, d'ailleurs, selon le choix de la personne, parce que parfois elle-même refuse d'être hospitalisée? Est-ce qu'on fait appel au SAMU? Donc ensuite, on en discute beaucoup avec le médecin traitant, mais aussi nous avons la chance d'avoir une psychologue qui prend parfois part à nos réflexions quand cela est nécessaire, en fait. Et sinon, pour les situations de fin de vie, c'est vu en équipe, on fait appel aussi à l'hospitalisation à domicile, beaucoup. Beaucoup restent au domicile jusqu'au bout. Donc, voilà à peu près nos difficultés hors période Covid. Merci beaucoup, Madame Frangeville. Donc, malheureusement, le manque de médecins coordonnateurs, je crois, vous n'êtes pas un cas isolé. Je ne sais pas le pourcentage exact d'EHPAD qui n'ont pas de médecin coordonnateur, mais c'est impressionnant. Beaucoup d'EHPAD sont obligés de recourir au 15 ou aux pompiers dès qu'il y a un problème médical, ce qui participe en plus à l'engorgement des urgences, sachant que les résidents d'EHPAD ne sont pas toujours les bienvenus aux urgences parce qu'il y a a priori, ils ont un lit quelque part, donc il y a des retours qui se font des fois à minuit aux urgences en EHPAD en pensant que vous allez bien vous débrouiller comme ça et c'est pas facile. Donc, juste pour conclure sur la partie sanitaire, on en discutait pour la réunion préparatoire avec le docteur Coberlet. Votre plateforme Covid, elle a pour vocation à perdurer dans le temps, même quand il n'y aura plus de Covid? Ah oui, en fait, on n'a pas coupé la ligne hein, qui reste active et fonctionnelle. Alors, plus maintenant, c'est plus souvent les médecins libéraux qu'on continue à nous appeler que les EHPAD, mais effectivement, elle est toujours fonctionnelle et bien active, hein, puisqu'on est à, oui, maintenant quasiment 1200 ou 1300 appels depuis mars l'année dernière. Voilà, donc on a poursuivi en fait la ligne et puis les gens commencent à avoir l'habitude d'appeler un peu pour beaucoup d'autres choses et ça permet de programmer des hospitalisations directes. En fait, on est resté sur le même fonctionnement. Donc, je pense que c'est une information importante à diffuser, sûrement un modèle de travail important à diffuser avec les autres CHU. Et puis, je pense que sur un plan plus financier et administratif, je pense qu'il est urgent qu'on réalise à quel point le manque de personnel est prégnant dans les EHPAD et que c'est une nécessité absolue pour que tout fonctionne mieux et en termes de qualité de soins et en termes de qualité de vie, puisque c'est le deuxième volet de notre intervention. Donc, on va rebondir là-dessus. Donc, pendant le Covid, vous le savez tous, il y a eu dès le mois de mars 2020 des restrictions et des mesures extrêmement contraignantes de privation de liberté. Alors, nous avons tous les Français, subi un confinement de 8 semaines, mais en EHPAD, ça a duré un tout petit peu plus que 8 semaines, avec des conditions beaucoup plus drastiques, puisque la première vague, c'était un confinement en chambre, et que c'est extrêmement violent. Les contraintes architecturales de beaucoup d'EHPAD, le fait qu'il y ait encore des EHPAD avec des chambres doubles, des EHPAD qui n'ont pas de terrasse ou de jardin thérapeutique. Enfin, tous ces facteurs-là ont rendu ce confinement extrêmement violent et on voulait avoir vos témoignages, alors déjà de l'intérieur pour comment ont été mises en place ces mesures, comment elles ont été perçues et
les conséquences donc, que Madame Messé avait commencé à évoquer tout à l'heure. Donc, Madame Franjuil, on va vous réinterviewer pour avoir votre vécu des conséquences du confinement, là, et pas du Covid, sur les résidents. Alors, les conséquences du confinement, en fait, moi, je n'ai pas vécu la première vague vu que je suis diplômée depuis juillet 2020. Alors, du deuxième confinement, en fait, déjà, on a autorisé les professionnels extérieurs à intervenir, en fait, que ce soit les kinés, la pédicure, la coiffeuse. Donc, déjà, ça, c'était bien. Mais par contre, tout le monde en chambre. Tout le monde en chambre, plus de repas en salle commune, plus de visites extérieures, malheureusement, que ce soit par les familles. Même si maintenant, on a d'autres directives, ça a changé. Donc, ça a été un gros travail pour tout le monde, en fait. Il a fallu réexpliquer, réassurer les résidents, mais aussi les familles, car il y avait beaucoup de questionnements et de peurs, surtout. Ça revient. Un gros travail de réorganisation pour chacun des secteurs d'activité, que ce soit la restauration, les hôtelières, le ménage, les soins AS et IDE, l'animatrice, etc. Lorsqu'il y avait des cas ou suspicions, chez nous, on en a eu entre 15 et 20 chez nos résidents. Il fallait réorganiser les soins pour les AS. Elles travaillaient en binôme, elles s'occupaient des cas Covid et des suspicions, en fait. Parce que pas possible de sectoriser, en fait, à cause de l'architecture. Donc, obligé de faire, tant pis, tout le monde restait dans leur chambre. On n'a pas pu sectoriser. On priorisait les actes selon les personnes. Il fallait aussi prioriser, évidemment, les soins IDE. Pas toujours évident quand vous êtes seul, car c'est tout de même pas facile de prioriser, avec la peur, en plus, de propager ce foutu virus, en fait. Que ce soit envers les autres résidents ou même les collègues. Et quand vous vous occupez d'un résident sain, entre guillemets, mais qu'il y a un souci auprès d'un autre résident qui a le Covid ou qui on le suspecte, eh ben mince, on fait quoi en fait? Je me coupe en deux, non, c'est pas possible. Puis bon, il y a le téléphone qui sonne. Oh, puis il manque des tabliers, des blouses, il faut faire la recharge. Donc bref, c'était compliqué. Nous avons aussi des personnes qui déambulent, avec plus ou moins des troubles cognitifs, car même ceux sans troubles ont besoin de marcher, de déambuler. Ce sont des logements, mais ça reste des petites chambres, il faut le dire. D'ailleurs, que ce soit à pied ou en fauteuil roulant. Bien, vous leur faites se frictionner les mains au gel hydroalcoolique dès que vous pouvez. Vous essayez de leur faire accepter de porter un masque. Pas toujours facile. Vous désinfectez les mains courantes, les poignées de porte, même si c'est programmé plusieurs fois dans la journée. Et bon, vous le faites dès que vous pouvez. Pour nos résidents, nous, on n'a pas eu recours à la contention physique ou chimique. Donc ça, c'est bien quand même. Il a fallu beaucoup d'explications, discussions, raccompagnement en chambre. Et donc là, vous voyez venir la fatigue, l'épuisement moral, mental et psychologique. Il fallait bien gérer tout cela en plus des soins, d'où le rôle aussi de flicage, comme vous parliez précédemment là. De notre unité Alzheimer, pour ceux qui étaient en fauteuil roulant, ils restaient en chambre le plus souvent possible. Mais bon, c'était un petit peu ridicule vu que les autres personnes déambulent. Donc, ils rentrent dans toutes les chambres, ils touchent à tout, ils se font la bise. Donc, voilà, ça, on ne pouvait pas l'empêcher. Heureusement, ils ont une cour extérieure ou avec un jardin thérapeutique. Donc, bon, ils allaient dehors, ils s'aéraient souvent. C'était très bien. Mais bon, il fallait redoubler de vigilance et, bon, pareil, se faire se laver les mains le plus régulièrement possible. Vous imaginez bien que le port du masque était impossible pour ces résidents. Une de nos collègues avait lu une étude qui parlait des soins de bouche. Alors, je ne sais plus trop, mais en gros, ça assainit les postillons ou je ne sais plus trop quoi. Et donc, je ne vais pas faire de pub, mais bon, on a redoublé les bains de bouche. Bref, plein de petits trucs qu'on a fait. Les graves conséquences aussi, on en a parlé de la perte de l'appétit, donc l'amaigrissement, la dénutrition, la déshydratation, car tout simplement plus envie.
pas faim, la tristesse, perdre des repères dans le temps, le matin, ou c'est l'après-midi, ou c'est le soir, on ne sait plus. Le fait de rester enfermé sans avoir de visite des familles, malgré la présence du personnel, hein, même le directeur qui a été très présent, plus envie de se lever, de se laver, de s'habiller, de se faire beau pour le plaisir ou faire plaisir, et donc perdre de l'autonomie aussi, hein. Donc des compensations physiques, psychiques, avec aussi des suicidaires qu'on a eu, hein, malheureusement. L'isolement aussi pour des personnes déjà fragiles psychologiquement, avec ou non des antécédents de dépression, font que ça nous a mis en difficulté, mais ça nous a aussi traumatisés dans le sens qu'on a vu des résidents sombrer dans des syndromes de glissement. Donc, dont une personne est malheureusement décédée. Nous pouvons faire intervenir les familles à ce moment-là. Mais bon, avec les mêmes précautions, comme vous avez parlé précédemment, un nombre limité de personnes dans les chambres, l'aération des logements, port du masque, les frictions hydroalcooliques, l'interdiction de se toucher. C'était très dur. Pour certains de nos résidents, ça les a tout de même aidés à surmonter ce confinement. Pour parler de la créativité aussi du personnel, ça a été plutôt de la disponibilité et de l'investissement, en fait. Que ce soit l'animatrice avec l'aide des jeunes en service civique, on a eu pas mal, dont une bénévole aussi, en créant des animations individualisées ou au pas de la porte du logement des résidents, dans les couloirs, des vidéos via Facebook avec les familles, recueillir des lettres et des dessins d'enfants, fait que ce soit dans la ville, des enfants des familles. On a aussi la chance d'avoir des écoles à côté de l'EHPAD, de notre EHPAD. Donc, beaucoup ont participé et ont enjolivé les journées de nos résidents. Notre posture aussi, notre façon de faire et notre façon d'être, hein, avoir toujours le sourire, même avec le masque, ça se voit. Beaucoup nous l'ont dit, hein. L'écoute, la discussion, le soutien, la rassurance. Pareil, avec nos résidents, on n'a pas de sujet tabou. Donc, on parle de tout, tout le temps. Et je voudrais terminer aussi par une conséquence positive, par contre, pour les résidents et les soignants, que malgré toutes ces difficultés et ces souffrances, c'est le relationnel, en fait, que ça a mis en évidence. Comme quoi, c'est très important, que ce soit la relation de confiance, l'écoute, le partage, le relationnel a été primordial pour tout le personnel, les résidents et les familles. Merci beaucoup pour ce témoignage qui termine en plus par une note positive. Je voulais peut-être brièvement faire intervenir l'EHPAD d'Aussonne avec donc Madame Guéraz et puis Madame Dallator qui est la directrice sur la mise en place des mesures et les constatations que vous avez pu faire. Et puis après avoir le témoignage de Madame Messé en tant que psychologue. Et après, on aura bien sûr le témoignage d'une famille via Madame Fouquet. Et on entendra également le rôle des directeurs, parce que justement, entre famille et directeur, ça n'a pas été toujours facile. Et c'est important que tout le monde puisse s'exprimer sur le sujet, notamment des limitations ou des suppressions de visites. Voilà, donc si Aussonne veut intervenir. Oui, vous me voyez? Je ne sais pas oui, si ma caméra... Okay. Donc, je suis désolée, hein, je suis arrivée en retard, donc Angélique Dallator. Moi, je vais intervenir et puis je laisserai compléter Séverine Guéraz qui aura peut-être des choses plus pratico-pratiques à évoquer. Moi, j'ai un regard un peu neuf puisque je suis une jeune directrice d'EHPAD et que la première vague, je l'ai vécue en qualité d'hospitalière et je l'ai vécue vraiment sur le front juridique de la première vague Covid avec des batailles que j'ai menées. Enfin, on pourra en parler si on a 5 minutes à la fin, mais donc je l'ai vécu cette première vague différemment. Ce qui m'a par contre interpellée sur la deuxième vague, puisque à Aussonne, on a été touchés
le 15 février, c'est une date que je garde bien en tête pour le coup. D'abord par un cluster des personnels et puis après par quelques cas au niveau des résidents. Mais avant cette deuxième vague, on avait commencé à mettre en place des petites actions pour retrouver un petit peu le fameux retour à la vie normale, là, tel qu'on le lit dans les nouveaux textes. Et ce retour à la vie normale, ça passait notamment, on avait organisé des balades extérieures. Et ce qui m'a vraiment frappée, c'est le traumatisme chez nos résidents. Et j'ai souvenir d'un de nos résidents qui, en sortant, avait donc mis son blouson, son écharpe, et au moment de partir, donc il avait le masque jusque-là, le bonnet, et en partant, en ouvrant la porte, il dit « mais je voudrais aussi une visière ». Et donc, avec la visière, le masque, enfin, vous ne voyez plus 1 cm² de peau, et je me suis dit « waouh, quand même, c'est resté très traumatique, cette histoire-là ». Donc, au niveau des… Oui, ça a été long, en fait, dans un retour à quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de l'inquiétude. Ils avaient, voilà, on voyait sur cette première sortie qu'on avait appelée les balades digestives, j'avais ce souvenir où ils regardaient en l'air comme si ça allait leur tomber dessus. Ça m'avait beaucoup frappée en termes de post-premier confinement. Je ne sais pas, Séverine, si vous pouvez compléter par rapport à cette expérience s'il y a des choses plus pratiques que je n'ai pas forcément en tête. On ne vous entend pas, Séverine. Après, on a retrouvé le même problème que Madame Francheville parlait, notamment les pertes de poids, la perte d'autonomie. On a des personnes qui marchaient, qui ne marchent plus encore maintenant. Oui, il y a eu des pertes d'appétit, des glissements aussi. On a retrouvé aussi, on a été confronté à des personnes qui se laissaient complètement aller. On retrouve exactement à peu près voilà, ce qu'on retrouve. Pareil, ils étaient perdus dans le temps, ils ne savaient plus que c'était le midi et le soir. Et on arrivait même des fois où c'était l'heure d'aller se coucher. Et ils nous disaient « Ah non, 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 c'est pas l'heure. » Mais si, il fait nuit dehors. Et ils nous disaient « Non, non, vous l'avez fait exprès. » Voilà, comme si on avait mis quelque chose derrière. Et ils étaient complètement perdus dans l'espace et dans le temps. Hein. Ils ne savaient même plus quand c'était, quel jour on y était. Alors, pas pour tous, hein, on est d'accord, hein, mais pour certains. Et puis, comme dit Madame Dalator, c'est vrai que l'histoire des sorties à l'extérieur était terrible parce que, c'est ce que je vous disais, on a eu des personnes qui ne voulaient même pas qu'on aère leur chambre parce que, soi-disant, que le virus était dans l'air à l'extérieur, qu'il allait rentrer. Et que forcément, s'ils l'attrapaient, ils allaient aller à l'hôpital et qu'ils allaient sûrement mourir. Ils avaient vraiment cette optique-là. Et dès qu'il y a un monsieur même qui devait partir en consultation et tout ça, oui, j'aurai le masque, hein, on va me mettre le masque, hein, et comment ça va se passer, et quand je vais rentrer, je vais être confinée aussi. Et ils avaient toute cette… ils pensaient déjà à ce qui allait se passer à l'arrière, qu'en rentrant, ils allaient être confinés, qu'ils allaient… qu'ils ne verraient plus personne comme ils voyaient, voilà, parce que le deuxième confinement, ils ont pu retourner manger avec les autres dans les lieux communs, hein, ils pouvaient à nouveau… mais cette histoire de partir en consultation allait les reconfiner en chambre comme pour le premier confinement. Et ça, c'était terrible pour eux, à tel point qu'ils ne voulaient plus partir en consultation. Consultation, tout à fait. En fait, ce qui se passe après ce premier confinement, ce qui se passe dans les suites, moi, je l'ai vraiment, en tous les cas, j'ai managé comme ça, c'est de tout faire pour éviter à nouveau un confinement en chambre. Parce qu'en fait, on se rendait compte que l'évolution des résidents au sein d'une résidence, même si effectivement il y avait peu de contact avec l'extérieur, même si effectivement on filtrait encore beaucoup dans le démarrage, hein, les visites famille, ça restait quand même toujours bénéfique pour le résident, eu égard à ce qu'il pouvait connaître du confinement en chambre. Et c'est vrai que quand on a eu ces cas dans la deuxième vague, et qu'il a fallu replacer tout le monde en chambre un lundi matin à 10h où la décision a été prise, je me rappelle avoir beaucoup pleuré, parce que c'était vraiment, on se disait, ah non, c'est pas possible, pas à nouveau, parce qu'ils savaient ce qui les attendait en fait. Et c'est ça qui était le plus douloureux,
c'est que dans les yeux, c'est vraiment, ah, c'est pas possible, on y retourne. Et on savait qu'on y retournait pour une certaine période parce que sur cette deuxième et sur cette troisième vague, on a des tests et on a des délais maintenant. Donc, on savait que c'était de 7 jours qu'on allait les boucler en chambre. Et moi, je me suis vue parfois, enfin une fois très certainement, avoir un vrai débat éthique dans le sens où j'ai souvenir du résultat qui arrive sur un résident positif et c'est une résidente déambulante. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'en condamne une avec potentiellement condition de porte, qu'elle déambule et qu'elle aille en mettre partout au bénéfice des 63 autres? Et je me suis, voilà, j'ai appelé le médecin, j'ai appelé l'IDEC, et je dis, bah voilà, moi, voilà comment je vois les choses. C'est que c'est peut-être dur pour celle-ci, mais que pour éviter aux 63 autres de faire encore et encore de l'isolement en chambre, alors on avait interdiction de parler d'isolement, hein, on a eu à un moment donné, voilà, il fallait aussi utiliser des termes qui ne soient pas source d'angoisse pour eux, mais je me suis vue prendre cette position-là qui est j'en condamne un pour sauver les 63 autres, quoi, en termes de respect, justement, au moins de pouvoir évoluer sur le restant de la vie. Donc, c'est vrai que ça fait prendre des positions à un moment donné où ouais, là, on est vraiment au cœur éthique dans ces moments-là. Et finalement, vous avez fait le bon choix puisqu'on s'en est sorti assez rapidement. Oui, du coup, c'est vrai ils ont eu cette chance-là de ne pas rester très longtemps. Je crois qu'ils ne l'auraient pas. Alors, sur la deuxième vague, moi, j'ai eu, je pense, en tant que directeur d'EHPAD, c'est plus facile parce que la première vague était sidérante pour tout le monde. Donc, la deuxième vague, on l'appréhende un petit peu autrement. Et c'est vrai que dès le départ, quand il y a eu cette nécessité de reconfiner, on a aussi fait du confinement plus intelligent parce qu'on avait une grille de lecture différente et on s'est vu organiser, tout à l'heure l'infirmière parlait des choses innovantes qu'on pouvait faire et c'est vrai que la première chose qu'on a travaillé en équipe quand on a dû, parce qu'on avait des cas reconfinés en chambre, c'est trouver des systèmes qui fassent l'effet d'un non-confinement. Donc, je me souviens d'une journée où le matin, tout le monde était morose, soignants y compris, les résidents n'en parlons pas, et on s'est dit, bah voilà, on venait de les tester, on venait de recevoir les résultats, et donc on savait, il fallait encore attendre quelques jours avant de déconfiner, mais on savait qui était négatif, qui était positif, et sur les négatifs, on a organisé des repas en intime, à deux, dans des chambres, avec champagne, des choses qui essaient de les faire sortir d'un quotidien où ils n'en pouvaient juste plus, quoi, pour patienter sur ces 7 jours. Quoi. Donc, en fait, sur cette deuxième vague et sur ces cas de confinement imposés à ce moment-là, vu qu'on y voyait plus clair, quand même, c'est plus facile enfin, c'était pas simple, mais c'était plus facile, en tous les cas, de trouver des systèmes pour leur faire patienter jusqu'à l'ouverture, quoi. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je pense qu'Angélique, vous allez être pas mal sollicitée après l'intervention de Sylvie Fouquet en tant que représentante de famille, parce que sur le chat, on voit que il y a des personnes qui se questionnent sur les disparités très importantes dans la gestion de la crise sanitaire selon les EHPAD. Il y en a qui disent, en tant que représentant d'usagers, que ce que vous dites, ça a été mal expliqué et mal compris par les familles. Donc, je pense que vous aurez beaucoup de questions à ce sujet. Juste pour très brièvement, je m'en excuse, Madame Messé, c'est parce que le temps passe très vite, une toute petite intervention en tant que psychologue sur ce que vous avez ressenti par rapport au confinement. Puis je pense qu'il y a un élément important dans ce que vous m'aviez dit et ce que vous avez également dit, Madame Francheville, c'est qu'il n'y a jamais eu de recours à la contention dans votre établissement et ce serait important de le dire et de le redire parce qu'on a beaucoup entendu les tris et là le docteur Koberlé nous a bien expliqué la façon justement d'éviter le tri et la contention. Donc juste un petit mot pour conclure, Madame Messé, puis après on laisse la parole à Madame Fouquet pour les familles. Oui, je vais très vite. Je pense que c'est important aussi de parler de cette temporalité
Dans un premier temps, on n'a pas eu de cas de Covid. Donc, on a eu le temps de penser les choses. Donc, la question de la contention, la question du lien aux familles, la question de l'accompagnement des résidents dans le cas où ils seraient touchés par le Covid. Donc, on était vraiment dans cette pensée dans un premier temps, tous ensemble, étant donné qu'on n'avait pas le Covid, personne n'était malade. Puis, petit à petit, la temporalité s'est vraiment réduite parce que le Covid est arrivé, parce que les soignantes sont tombés malades au fur et à mesure, les résidents. Et on a eu de la chance de pouvoir penser ça en amont, parce qu'après, on était dans l'état d'urgence et la pensée, elle était plus possible. On était vraiment dans le faire. Et des choses ont été symboliquement définies, réfléchies, et principalement, comme vous le dites, par rapport à cette question de la contention, avec des personnes, une unité protégée où là, non, la contention n'était pas possible, des services avec des personnes déambulantes où eh ben, il y a eu des essais, une dame, une table adaptable a été mise devant elle. Et en fait, ça a duré 1 minute parce que la dame hurlait et c'était impensable d'entendre ça au quotidien pour les soignants. Donc vraiment, voilà, il y a des choses qui... L'éthique a pris quand même le dessus par rapport à ces soins qui ont pu être ressentis comme déshumanisants de la part des soignants, parce que ça a été vraiment, vraiment ça, on donne à manger, on fait des toilettes, mais on n'a pas le temps, on fait comme on peut. Et ça a permis quand même de trouver du sens dans la prise en soin de tous ces résidents, sur le début et sur la fin de cette pandémie. Merci beaucoup. Donc, on va maintenant laisser Madame Fouquet s'exprimer, à la fois comme fille de résidente et membre du CVS, donc du Conseil de vie sociale de l'EHPAD où réside sa maman. Donc, je vous rappelle que après de multiples appels d'associations, de familles, d'usagers, de comités d'éthique, le gouvernement a émis des recommandations le 12 mars 2021 pour alléger les restrictions drastiques de droit aux visites. Et nous, en tant qu'espace éthique et cellule de soutien éthique, on a reçu énormément de saisines de familles qui disaient on ne comprend pas, on dit que c'est allégé et c'est pourtant toujours très policier avec des restrictions majeures de visite. Et donc, on va vous laisser vous exprimer, Madame Fouquet, par rapport à votre expérience. Je vous remercie. Vous m'entendez? Oui. Merci. Donc, le fait d'intervenir plus sur la fin, ça m'a permis de prendre des notes et puis aussi de recueillir un peu ce que chacun ou chacune a pu dire et de pouvoir partager avec vous mon expérience. Alors, j'interviens aussi en tant que proche puisque j'ai accompagné un couple et j'accompagne toujours madame qui est dans un établissement différent. Et donc, j'accompagne aussi ma maman et ma sœur accompagne sa belle-mère dans un autre établissement. Et moi, ce qui m'a préoccupée au cours de 14 mois, c'est la disparité de prise en compte des familles dans l'accompagnement de nos proches. Donc, j'ai apprécié d'entendre Madame Koberley, je crois, dire qu'il y avait toujours eu un temps d'échange avec les familles. Nous, c'est ce qui nous a manqué. Moi, j'ai souvent demandé est-ce qu'il y avait des psychologues parce que les familles, on se sentait dépossédés de nos parents, de nos proches. Donc, parmi les proches que j'accompagnais, monsieur est décédé. Et moi, j'aurais eu besoin d'en parler parce que je n'ai pas eu l'autorisation de le voir. C'est un couple qui n'avait pas d'enfant. J'étais la personne de confiance. Je n'ai pas eu le droit d'aller dans sa chambre alors qu'on savait qu'il était en fin de vie. Et du moment qu'il a été mort, là, j'ai eu le droit d'aller dans la chambre pour être auprès de son épouse qui était seule et qui a des troubles cognitifs. Donc, il y a eu des incompréhensions et des incompréhensions que je n'ai pas pu partager et je suis restée avec mon questionnement. Ce qui a été difficile aussi dans l'application des mesures, donc c'est la disparité au sein de la région, puisque c'est un même ARS, voire c'est un même GTCS, et bien qu'il n'y ait pas forcément de cas, ou qu'il y ait des cas, ou qu'il y ait des décès, ou qu'il n'y en ait pas,
les mesures sont complètement disparates. Et en tant que famille, c'était difficile. Régulièrement, les visites étaient, quand l'allègement ou l'assouplissement devait se faire, dès qu'il y avait un cas, que ce soit parmi le personnel ou parmi les résidents, les portes se fermaient à nouveau. Donc ça a été difficile pour nous en tant que proches ou famille de le vivre. Et donc, si dans un des établissements, on a bien compris, comme le disait une d'entre vous, que je crois que c'est Angélique Dallator, que la visite était bénéfique pour le résident, je n'ai pas eu l'impression que ce soit une généralité. Et nous l'avons, les proches, vécu difficilement. Par rapport à la perte de repères, aux décompensations, etc. Donc, nous, on a essayé de maintenir le lien comme on pouvait, surtout dans les périodes d'enfermement, en particulier avec le téléphone. Moi, j'ai une maman qui me disait j'ai toujours été présente pour les autres et maintenant je suis là toute seule pour une imbécile, et quoi répondre à ça? Donc, on l'a fait patienter avec la vaccination, mais comme elle a des problèmes cognitifs, il fallait toujours répéter que les vaccins allaient arriver, puis après les vaccins sont arrivés, et puis donc elle a eu sa première dose, donc après il fallait attendre la deuxième dose, et après elle voyait que elle ne nous voyait toujours pas, donc elle ne comprenait pas, et j'avais l'impression qu'elle avait plus confiance en nous, et elle, pour reprendre ses propos, elle disait vous nous cassez les pieds avec votre virus. Et les dernières fois où je lui ai rendu visite, où c'était encore une demi-heure avec prise de température, désinfection des mains, etc., sur le temps de la demi-heure de visite, alors que moi j'ai 1 heure et demie de trajet. Et ces visites n'étaient pas forcément aménageables, hein, c'était une demi-heure, donc il restait que 20 minutes le temps d'être avec elle. Et ce qu'elle voulait, elle sait sortir, être à l'extérieur, prendre l'air. Donc, on répétait toujours la même chose. Et la dernière fois que je suis allée la voir, elle a quitté la table. Et donc, je suis allée la rejoindre alors que normalement, je n'étais pas censée l'approcher. Et elle m'a répondu sèchement, j'ai peut-être le droit d'aller aux toilettes encore. Et pour nous, les familles, ce qui est difficile, c'est de ne pas forcément avoir eu d'espace pour pouvoir échanger et avoir des retours, parce que on en parle entre nous et il y a une disparité. Alors, dans tel établissement, ça se passe d'une façon, dans tel autre, ça se passe autrement. Mais moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu d'homogénéité, où il y aurait eu une ligne de conduite avec, quand il y a un cas, comme on isole le résident dans sa chambre, mais l'ensemble de l'EHPAD n'est pas confiné, les visites ne sont pas supprimées. Moi, j'ai même lu que si la famille ne respecte pas les consignes, le résident sera privé de visite, et les familles aussi. Enfin, il me semble que ce qu'on a oublié aussi, c'est que les résidents, ils paient leur institutionnalisation. Je trouve qu'ils le paient parfois relativement cher en termes de rapport coût-efficacité ou d'efficience. Hein. Et cette notion de financement, elle a complètement été occultée pendant 14 mois, où j'ai bien conscience qu'on a fait au mieux, que ce soit au niveau du personnel médical, paramédical, des directions, etc. Mais les familles, j'ai l'impression qu'elles ont un peu été laissées pour compte, dans ce que je lis aussi, des témoignages sur Internet, dans des revues, dans des publications, et quand bien même on a essayé de participer, d'aider, d'être bénévole, etc., moi, ce que je vivais et ce que j'entends encore, hein, c'est qu'il y a une sorte de suspicion, comme si le virus, comme vous le disiez très bien,
chacune différemment, ils venaient de l'extérieur et que les visites, donc les proches seraient porteurs potentiellement. Et donc, il y a eu au début cette difficulté avec ce virus qu'on ne connaissait pas, les modes de transmission qu'on ne connaissait pas, des suspicions, etc. Et puis après, il y a eu les variants. Et donc, enfin, c'est en boucle. Et ce qui est pas évident, c'est que là, moi, j'ai l'impression que les personnes âgées, elles ne demandent plus. Ceux que j'entoure, elles ne demandent plus parce que c'est comme si c'était une sorte de fatalité. Alors, bien sûr, moi, les gens que j'entoure, ils ont des problèmes cognitifs. Hein. Donc, les problèmes cognitifs, ils se sont beaucoup aggravés. Ma maman, elle a de grosses difficultés pour dormir. Et ce confinement, il a aggravé les choses. Hein. Donc, moi, ce que j'attends, c'est de pouvoir travailler la confiance. Concept de confiance, c'est qu'on puisse retravailler avec les familles et les intégrer dans la prise en soin des proches et leur redonner leur place dans le lien, parce que ce lien, il est un peu brisé. Hein, là, il va y avoir du travail. J'entendais une association humanitaire l'autre jour disait j'ai l'impression de redémarrer au zéro. Les personnes que j'entoure, moi, qui sont institutionnalisées, c'est parce qu'on n'a pas pu faire autrement, parce qu'elles avaient des troubles cognitifs et qu'elles ne pouvaient plus rester seules chez elles, parce qu'elles aimeraient encore pouvoir être chez elles, mais au niveau de l'accompagnement, ce n'était pas possible parce qu'il n'y avait pas les proches sur place. Et ce Covid, il a beaucoup aggravé ces problèmes mnésiques, cognitifs, etc. Je comprends tout à fait ce que vous nous dites, Madame Fouquet. Je pense qu'il y a beaucoup de souffrance là-dedans, d'autant que dans votre témoignage, on avait bien parlé, vous aviez l'impression que la famille, c'est l'ennemi. C'est le porteur potentiel du virus, c'est celui qui va introduire le virus dans l'EHPAD, qui s'est bien barricadé avec ses protocoles, et vous avez l'impression de n'être entendu ni par la direction, ni par les soignants qui endossent parfois un rôle de flic, ce qui n'est pas leur mission première. Et effectivement, si les soignants ont fait une preuve d'ingéniosité et d'intelligence émotionnelle majeure vis-à-vis des résidents, vous vous êtes senti laissé pour compte avec comme vous parlez de confiance, et la confiance avec les soignants et la direction, mais c'est aussi la confiance à reconquérir auprès de votre famille. Et vous n'avez pas compris que dans une situation où votre maman était doublement vaccinée et vous aussi, vous n'aviez toujours pas le droit d'avoir en chambre et vous deviez subir des parloirs où vous étiez 5 familles en même temps autour de résidents qui vous tournaient autour. Hein, si je résume de façon un petit peu abrupte. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que j'intervienne aussi dans un autre lieu où c'est différent, où la semaine dernière, on m'a de nouveau dit, mais vous n'approchez pas de la salle de soins, vous restez dans la chambre. Alors, j'ai trouvé ça bizarre, j'ai dit, pourquoi qu'est-ce qui a changé, puisque j'avais pour habitude de rendre visite et de sortir pour que la personne elle puisse aller se promener, puisqu'elle ne peut pas le faire compte tenu de ses problèmes cognitifs. Et là aussi, dans cet établissement, ça m'a surpris qu'il y ait une sorte de défiance vis-à-vis des visiteurs en disant vous ne franchissez pas la ligne, vous n'allez pas dans la salle de soins, vous ne côtoyez pas les autres résidents. Et alors, on va faire une généralité, hein, mais peut-être aussi que chez certains soignants, chez certains personnels administratifs, il y a peut-être une incompréhension aussi, peut-être que les choses, elles n'ont pas été suffisamment impliquées et expliquées, et il y a eu une sorte de carapace qui s'est faite avec une protection pour éviter
avoir recours à des problèmes juridiques ou je ne sais pas, hein, mais… Justement, pour rebondir sur ce que vous dites, je crois que ça serait très important d'entendre Angélique Dallator en tant que directrice d'EHPAD, en plus en tant que juriste, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur comment les directeurs ont géré toutes ces mesures, le caractère un petit peu flou de ces mesures, pas vraiment contraignant, qui laisse une marge de manœuvre qu'on peut interpréter de façon différente, et ce qui n'a pas rendu la situation facile ni uniforme sur toute la France. Angélique? Merci Isabelle. Oui, je crois que il y a deux problèmes dans ce que vous évoquez, Sylvie. Je crois que le problème majeur, avant d'évoquer celui qui est juridique et que je vais vous expliquer brièvement, c'est le problème de la communication qui a été vraiment parfois sur certains EHPAD oublié. Fils de la sécurité maximale. Et en fait, c'est quand la communication a été rompue avec les familles qu'on ressent, comme vous l'évoquez très simplement, ce sentiment de défiance, d'absence totale de confiance, de se sentir dépossédé. Alors que si on explique bien pourquoi on prend les mesures et qu'on associe les familles aux prises de décision, en général, enfin, je sais qu'au niveau de notre établissement, ça s'est plutôt bien passé. Alors, bien sûr, ça ne peut pas être toutes les familles, on ne peut pas satisfaire 64 familles, mais si on prend bien les représentants du CVS, si chaque décision de fermeture ou de rigidité d'un accès momentané est explicitée au regard de la situation précise de l'établissement, la compréhension est là et en général, l'adhésion est là. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment eu souvent un manque de communication qui a été à l'origine de crispations. Et dans ce qu'on peut voir, quand on voit un titre, voilà, EHPAD prison ou les collectifs qui se mettent en place, c'est surtout lié aussi à peut-être des décisions rigides. Alors peut-être trop rigides, ce n'est pas à moi d'en juger, hein, parce qu'effectivement, chaque directeur a pris ses propres décisions du fait de la souplesse de certains textes. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais en tous les cas, quand ça coince, c'est qu'il y a un problème de communication. Maintenant, sur les textes. Alors, je vais quand même vous montrer un petit peu. Regardez, ça, voilà, vous voyez. Et encore, je n'ai pas fini de ranger. C'est les textes compilés depuis mars l'année dernière. Donc, j'en ai un classeur qui fait à peu près 3 kilos. Et ce sont des textes qui arrivent sans… En fait, on a souvent des recommandations, en fait. Donc, avec des grilles en fait, voilà, il y a des tableaux où on nous explique un petit peu ce qu'on doit faire, ce qu'on doit mettre en place. Mais en fait, chaque directeur d'EHPAD, en fonction de la situation sanitaire du lieu, de la situation sanitaire de son établissement, finalement, digère ses recommandations et puis prend une conduite à tenir qui lui semble la plus pertinente pour son établissement. Et c'est pour ça, effectivement, que ça génère de l'incompréhension par rapport aux familles. Pourquoi? Parce que quand on est dans un territoire, je vois comme… Enfin voilà, moi je suis entourée de 2 autres EHPAD, AT et Genlis. AT, les règles ne sont pas les mêmes qu'à Auxonne, qui ne sont pas les mêmes qu'à Genlis. Et si on a des familles, comme vous le citiez, Sylvie, tout à l'heure, qui ont des résidents ou des proches dans plusieurs EHPAD différents, alors là, c'est l'incompréhension et l'expectative totale, d'où les montées aussi un petit peu en agressivité de certaines familles qui disent « bon, ben voilà, c'est complètement stupide, pourquoi moi je ne peux pas rentrer là alors qu'à côté je peux rentrer ?» ou « pourquoi là j'ai qu'une demi-heure alors qu'à côté j'ai 1h30 ?» ou « pourquoi là vous me faites encore la prise de température alors qu'à côté c'est ouverture totale ?» Enfin, ça laisse une certaine incompréhension. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que du point de vue du manager d'EHPAD, il y a aussi des choses qui sont complètement incohérentes. C'est-à-dire que moi, je me souviens, la veille du discours de Macron sur le dernier confinement qu'on a eu au plan national. La veille, on a reçu des recommandations d'ouverture des EHPAD. Alors, comment vous dire? Donc, nous, on était amenés à ouvrir alors que la France se fermait. On était amenés à ouvrir alors que la France se fermait. On était du coup amenés à faire des attestations
pour que des gens qui sont interdits de changer de région puissent changer de région pour venir visiter leurs proches. Il faut quand même une certaine souplesse intellectuelle pour arriver à comprendre le dispositif, même pour nous qui devons l'appliquer. Donc, il y a aussi tout un tas de choses qui font qu'au final, on a des résidents et des familles qui sont dans l'incompréhension et c'est bien légitime. C'est bien légitime. Mais ce n'est pas très simple. Et puis, les recos changent sans arrêt. Donc, un coup, c'est en chambre, un coup, c'est plus en chambre, un coup, c'est sur rendez-vous, un coup, est-ce qu'on peut faire sans rendez-vous, est-ce qu'un coup, c'est faut fermeture après un cas, alors maintenant, c'est après 3 cas. Et en fait, ces changements en permanence font que dans nos prises de décision, c'est parfois un petit peu chaotique pour faire passer les nouveaux messages aux familles. Moi, je pense qu'il y a un truc qui marchait, en tous les cas. Enfin, moi, je l'ai constaté dans ma pratique. En fait, j'ai constaté 2 choses dans ma pratique. J'ai constaté que, d'une part, sur les EHPAD, moi, en tous les cas, c'est mon constat, on était quand même beaucoup plus large, en tous les cas dans mon EHPAD, que ce qui se passait dans les établissements de santé. Puisque, en fait, alors ça, c'était une vraie chance pour nous. C'est-à-dire que souvent, des résidents, enfin des patients qui étaient hospitalisés n'avaient pas vu leurs proches depuis 1 mois parce que les conditions de visite à l'hôpital il y a encore 1 mois et demi étaient extrêmement rigoureuses. Donc, je voyais arriver des résidents qui n'avaient pas vu leurs enfants depuis 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. Et quand ils arrivaient ici, on faisait le contrat de séjour, le bilan d'intégration avec la famille, les masques et tout. Et alors là, c'était la joie parce que du coup, finalement, il y avait ces retrouvailles à l'EHPAD. Donc, il y a eu quand même aussi des choses qui se faisaient dans les EHPAD. Dans tous les cas, je parle du mien. Je ne sais pas ce qui se passe dans celui que Sylvie évoque, mais en tous les cas, il y avait des choses qui étaient quand même beaucoup plus assouplies au bénéfice des droits du résident, parce qu'on a quand même pris conscience que la première vague avait été extrêmement complexe. Et donc, on a vraiment tout mis en œuvre pour favoriser le lien et trouver des systèmes. Et donc, ça permettait aussi... En fait, ce qui pouvait être intéressant, c'est de montrer la bonne volonté. Bien sûr qu'on ne pouvait pas réouvrir facilement en chambre tout de suite. Sylvie, vous citiez tout à l'heure le cas où vous vous êtes fait un peu gronder parce que vous passiez devant l'infirmerie et que vous n'avez pas compris pourquoi vous vous faisiez gronder à ce moment-là, parce qu'avant, vous aviez le droit de circuler au sein de l'EHPAD. La réponse à ça, elle est très simple. Je vois exactement ce à quoi pensait la personne qui a dû vous gronder, c'est de se dire potentiellement si cette personne qui vient de l'extérieur est porteuse du virus, par les mains, elle va potentiellement le mettre vers la salle d'infirmerie où les soignants passent, potentiellement contaminer les soignants et rebelote pour une crise de fermeture. Donc, en fait, ça s'explique comme ça. Maintenant, il y a des manières de verbaliser les choses, il y a des manières de faire comprendre les choses. Et à mon avis, c'est essentiel à l'adhésion, c'est clair. Et puis, il y avait aussi je sais que nous, on a mis en place beaucoup de systèmes qui pouvaient, même si la personne venait de rentrer et qu'elle était en isolement, parce qu'il y avait ces fameux 7 jours d'isolement qu'on a eu très longtemps, presque 1 an, dès qu'ils revenaient d'hospitalisation ou qu'ils étaient admis de l'extérieur, allez hop, 7 jours d'iso, c'était atroce. Et en fait, là, effectivement, c'est une phase majeure dans l'admission d'un résident, les 7 premiers jours. Et c'était 7 premiers jours en chambre. Enfin, c'était terrifiant, quoi. Et donc, du coup, nous, systématiquement, on permettait quand même aux familles de venir, on les montait. Et puis, à 1 mètre, on permettait aux résidents de pouvoir continuer d'avoir une discussion avec son proche, avec une tierce personne qui vérifie bien qu'il n'y a pas le petit bisou pendant les 7 jours, parce que sinon, ça refout tout en l'air sur les 7 jours d'ISO. Mais il y a quand même des moyens de quand même créer du lien quand on veut s'en donner la peine. Merci beaucoup, Angélique. Là, je crois qu'il est temps de conclure. Alors, s'il y a des personnes, parce que moi, en plus, pour faire la belle, je ne mets pas les lunettes, alors j'ai du mal à voir le chat. Donc, s'il y a des interventions à faire remonter avant de conclure, c'est peut-être le moment. Cécile, tu en as vu ? Eh bien, vous avez répondu à pas mal de questions, mais la dernière pour conclure, celle que j'avais, c'est quel avenir pour les EHPAD dans leur fonctionnement actuel? Si quelqu'un veut répondre à ça. J'ai l'occasion justement de prendre la parole et
Et remercier d'abord ce temps d'échange qui a permis à tous d'exprimer effectivement à travers ces différents mots, les nombreux mots que chacun a su traverser ou a essayé de traverser pendant ces mois difficiles où la spontanéité justement a été mise à mal, tous ces liens humains mis côte à côte. On lisait dans le chat tout à l'heure, c'était effectivement ça quand j'entendais le témoignage de Madame Guéraz, où chaque individu était l'un à côté de l'autre. Ce virus qui se transmettait nous isolait tous et ces incompréhensions qui sont nées du fait de cette exigence de réactivité et en même temps on attendait que le savoir évolue parce que d'une semaine à l'autre, on apprenait que c'était plus précaution R, c'était précaution gouttelette, on avançait en marchant tous. Et du coup, oui, on était les uns à côté des autres. Et ce sentiment de sidération face à ce virus tellement inattendu et tellement présent, avec aussi pour les EHPAD non touchés tout de suite, Madame Messet le disait très bien, ce sentiment d'épée de Damoclès en se disant il est où et cette attente mais terrifiante. On a vu aussi beaucoup de souffrances dans les EHPAD qui n'avaient pas été touchés, bien sûr d'une autre manière. Mais ce sentiment d'attente et une autre complexité aussi à gérer. Bien sûr, on entend toute cette lassitude de vie vis-à-vis des résidents. Encore la veille, nous, je me souviens, on appelait les EHPAD qui s'étaient confinés en prévention en disant ne confinez pas. Et le lendemain, le soir, l'annonce présidentielle qui annonçait le confinement et qui pour nous était la fin pour tous ces résidents. Nous qui connaissons les EHPAD, se disant ils ne supporteront pas un tel isolement. Et voilà, on en sort 3-4 semaines plus tard où on a vu monter les risques suicidaires, les premiers événements indésirables graves qui nous revenaient de suicides réels et où on appelait de nos voeux le déconfinement. Et le déconfinement, ce n'est pas fait si vite que ça, effectivement, parce qu'on avait encore des cas de clusters dans certains EHPAD et il s'agissait de ne pas déconfiner tout de suite parce que ça voulait dire une nouvelle flambée dans les structures. Et ça, les familles n'ont pas tout à fait non plus forcément compris parce qu'on avait toutes ces annonces médiatiques bien en amont, parfois des consignes. On avait les consignes plus tard, alors certes nombreuses, qui s'adaptaient en fait en permanence aux différents lobbying. Nous aussi, les ARS, on a fait partie des remontées d'informations en disant stop, il faut déconfiner plus vite. Et puis à l'inverse, on voyait aussi ces tensions, l'amour des familles confrontées à cette impossibilité de rentrer dans ce lieu de vie, ne pas savoir ce que devient son parent. Bien sûr, l'infirmière hyper prise par ses soins, ne pas être tout de suite là, quand le téléphone sonne, à l'écoute pour pouvoir répondre rapidement, cette anxiété véhiculée par les médias, véritablement compliquée. Le confinement aussi limitait, vous l'avez dit, les professionnels extérieurs, les bénévoles qui apportent des bras précieux, de l'appui, du soutien moral, de l'écoute dans les structures. Il n'y avait plus sentir bon les crêpes, les gaufres, quand il y a une animation l'après-midi, il n'existait plus ces temps conviviaux du repas. Vous en témoignez avec ce syndrome de glissement. Voilà, c'est important véritablement de pouvoir croiser tous ces regards parce que finalement, on voit que la clé, alors vous l'avez dit, Madame Dallator, autour de la communication, comprendre les consignes, quand effectivement, la veille du 3e confinement, on a participé à insister sur le fait qu'il ne fallait surtout pas refaire le même confinement et permettre les visites. Et oui, on confine, mais on se dit, dans les EHPAD, il ne faut pas que ça se passe comme au premier confinement. Donc voilà, tout ça, se le dire, s'expliquer. On a tenté aussi de créer des groupes d'échange entre EHPAD parce que, comme vous le disiez, parfois, c'était Mme Queverlé qui l'expliquait, on était aux confins de tout ce qui remontait et c'était tellement intéressant de voir parfois la créativité de certains EHPAD, pouvoir témoigner « Ah, ils nous ont fait ça », les directeurs qui osaient la créativité, qui osaient transgresser pour pouvoir proposer « Ok, je connais comment le virus se transmet, et moi, dans ma chapelle, je peux accueillir, mettre des plaques de plexi, permettre les visites, je les fais rentrer là, je les fais sortir là, est-ce que vous êtes OK ?» Ah oui, qu'on est OK. Faisons pour que les gens se voient, recréer du lien. Donc ça, c'était capital. Et voilà, c'est intéressant de pouvoir se dire, restons lucides.
cette sidération, parfois, là, fait que, et on l'a vu, hein, on est entré dans une hyper-sécurité où c'est ça qui a clivé, en fait, réellement. Bon, effectivement, les personnes pouvaient se regarder en chaîne faïence, l'équipe de jour, l'équipe de nuit, les résidents, celui qui déambule, celui qui ne déambule pas, la famille qui vient, l'extérieur. Donc voilà, retenons ce soir, ouais, cette entraide positive qui a été nécessaire, tout le travail de coordination qui a permis de recréer du lien. Et si l'EHPAD de demain, bah, c'est ça, c'est justement cette ouverture sur la cité à nouveau, ce gage de confiance vis-à-vis de chacun. Enfin, si on est tous là ce soir, c'est parce que nos vieux, on les aime en fait, et donc voilà, on a envie qu'ils vivent bien encore pour les années qu'il leur reste à vivre. Après, ce que vous avez dit ce soir aussi, c'était ce tabou autour des directives anticipées, que ça pouvait être compliqué. Je partage peut-être moyennement, ce sera peut-être le seul point sur lequel je ne suis pas sûre. Oser parler la mort, voilà, il faut l'emmener évidemment, mais enfin, on l'a côtoyé de très près, là, très très près, et finalement, ce n'est pas un tabou, et je ne suis pas sûre que nos âgés, voilà, il faut l'emmener, mais c'est pas. C'est peut-être le seul point sur lequel je n'étais pas tout à fait d'accord ce soir avec les échanges. Voilà. Mais on a le droit de ne pas être d'accord. Merci infiniment pour cette très belle conclusion. Juste un tout petit mot, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se quitte sur un désaccord. Ce qu'évoquait Séverine Coberlet par rapport aux directives anticipées, c'est qu'elles étaient trop floues. Parce que ne pas vouloir d'acharnement thérapeutique, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. Et il est difficile de faire préciser est-ce que je veux être intubé, ventilé, etc. Donc, je pense qu'il n'y avait pas de désaccord sur le fond. Mais effectivement, ça devrait être un temps pour tous les médecins, éventuellement traitants, en tout cas en EHPAD, de prendre le temps de savoir quels seraient les désirs d'un résident en fin de vie, sachant que tout être humain est ambivalent et peut changer d'avis au dernier moment. Oui. Voilà. Mais en tout cas, c'est une très belle conclusion sur la nécessité du dialogue, de la confiance, de la créativité, et puis peut-être aussi s'appuyer sur le rapport de la défenseur des droits qui a été publié sur les EHPAD début mai et qui est très instructif et dont il faudra sûrement s'inspirer dans les temps à venir. En tout cas, un grand merci à toutes, puisque c'était essentiellement des interventions féminines, mais il y a des hommes qui se sont exprimés par écrit. Donc, un grand merci à tous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.